Je pense donc pouvoir vous apporter quelques éléments qui vous aideront à trouver la décision la plus appropriée en la matière. Aucunement, je ne cherche à contester ce qui vient d'être exposé par les amici au sujet de l'application de l'article 49, ce que vient d'aborder Maître Kay. Toutefois, je dois tout d'abord dire un certain nombre de choses au sujet de ce que nous avons entendu ce matin de la part de l'accusation. Il ne fait aucun doute que lorsque vous prendrez votre décision, lorsque vous déciderez de joindre ou non les instances, à ce moment-là, il ne peut pas être suffisant et il ne peut jouer aucun rôle ce qui vient d'être dit par Madame Carla Del Ponte, à savoir que l'objectif de ce procès est avant tout de prononcer une seule sentence, une seule peine. En tant qu'amicus curiae, je considère aujourd'hui que cela n'a aucune importance aujourd'hui, à la lumière du fait que vous devez prendre une décision qui est de savoir si, oui ou non, vous avez accepté la jonction. Donc, peu importe aujourd'hui si une peine sera prononcée à la fin. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'aborder tous les problèmes qui sont devant nous, dont nous sommes saisis. Nous devons chercher à aider cette Chambre à trouver la décision la plus adéquate. Donc, ce qui a été dit par Madame Carla Del Ponte ne peut avoir aucune importance aujourd'hui et ne doit influer d'aucune manière sur la décision que vous prendrez. Par ailleurs, un autre point me pose problème et je ne le comprends pas. Ici, les représentants du procureur ont affirmé que plusieurs personnes ont été chargées de la rédaction de ces actes d'accusation et que c'est la raison pour laquelle il y a un certain nombre de points qui diffèrent d'un acte d'accusation à l'autre. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec cet argument. Ce n'est pas une raison. En tant qu'amicus curiae, je dois vous faire part de mon inquiétude. Est-ce bien parce que plusieurs personnes ont été chargées à rédiger ces actes d'accusation que nous avons eu plusieurs versions amendées de ces actes, que nous avons eu encore une version au sujet du Kosovo et que pour ce qui est de la Croatie et en particulier de la Bosnie, les actes d'accusation n'ont pas pu être complétés parce que les éléments de preuve manquaient. Cette explication n'est pas suffisante si l'on sait quand se sont terminés les événements qui nous intéressent. En Croatie, il y a 10 ans, en Bosnie, également, il y a longtemps, et aujourd'hui, lorsqu'on dresse l'acte d'accusation au sujet des événements du Kosovo, on se trouve face à ces actes d'accusation qui arrivent avec beaucoup de retard. Enfin, nous avons une chose importante qui est de taille, à savoir au sujet du Kosovo, comme vient de le dire mon collègue de l'accusation, nous avons cette stratégie globale, cet élément fêtier qui accompagne tous ces événements, à savoir l'idée de la création de la Grande Serbie. Cela fait totalement c'est totalement absent de l'acte d'accusation sur le Kosovo. Il me semble que le fait que l'accusation insiste sur ce genre de choses n'est pas un hasard. Qu'est-ce qu'on cherche à faire par là? On cherche à démontrer qu'il y avait une idée,
intention de créer la Grande Serbie. Et même au Kosovo, on cherche à nous montrer cela. J'accepte les arguments qui concernent l'économie judiciaire, la protection des témoins, tous ces problèmes qui sont présents dans chacun de nos pays, sur toute la planète. On cherche toujours à réunir les éléments afin de faire en sorte qu'un procès soit plus court et que les frais se réduisent. Donc si nous cherchons à avoir un procès rapide et que la jonction d'instance nous le permettra, d'accord, mais quant à l'article 22, j'ai bien peur qu'il ne soit absolument pas respecté pour le reste. Je ne peux pas vous suggérer la meilleure solution, mais je suis appelée à vous présenter tous les éléments afin que vous puissiez prendre la décision adéquate. En tant qu'amicus curiae, à chaque fois que j'agirai de la sorte, j'espère pouvoir me rendre utile. Donc, à chaque fois que je chercherai à vous présenter les éléments, mais je ne peux pas préjuger de votre décision. Alors, revenons à la question pour laquelle l'accusation insiste sur la jonction. Pourquoi demande-t-elle que l'on réunisse tout cela et qu'on ait un seul procès? Il se fonde sur l'article 49 et sur l'article 2. Les dispositions de ces articles parlent, notamment l'article 2, d'un certain nombre d'actions ou d'omissions survenant qui font partie d'un plan d'une certaine façon. Je dois dire que ces derniers jours, depuis que cela est d'actualité, à de nombreuses reprises, j'ai parcouru ces actes d'accusation et en particulier l'acte d'accusation pour le Kosovo. Nulle part, à aucun endroit, ces 3 actes d'accusation concernant le Kosovo. Et je dois dire que nulle part, je n'ai trouvé une référence à la création de la Grande Serbie. Je dois dire qu'il s'agit d'une affirmation à ce point absurde, d'une position qui est à un tel point dépourvue de sens, excusez-moi de devoir le dire ainsi, mais je suis très étonnée de voir qu'il y a eu ce genre d'affirmation. En fin de compte, messieurs les juges, ce sont des questions que vous avez posées vous-même déjà, et c'est quelque chose qui doit entrer en ligne de compte lorsque vous prendrez votre décision. Mais je ne vois pas sur la base de quoi ce genre de position a pu trouver son chemin. Sur quoi peut-il se fonder? Donc, pour ce qui est du Kosovo, comment peut-on dire que tout ce qui s'est passé au Kosovo est dû à une intention visant à créer la Grande Serbie? Par conséquent, j'ajoute que nous sommes tous conscients du fait que le Kosovo fait partie de la Serbie, que le Kosovo est un territoire à l'intérieur d'un État et que au moins depuis 1913, la situation est telle, depuis les accords de paix de Londres, sans remonter plus loin dans le temps. Je sais pour quelle raison on insiste particulièrement sur la décennie dernière et sur le contexte politique de ces décennies. Mais lorsque vous serez amené à prendre la décision à ce sujet, je suis convaincue, cela ne fait aucun doute pour moi, que cette Chambre s'intéressera à une période un peu plus longue qui concerne tous les événements qui se sont déroulés dans l'ex-Yougoslavie, que ce soit en Croatie, en Bosnie ou au Kosovo. Et je suppose, je l'espère, que la Chambre aura envie d'entendre, par l'intermédiaire des positions des experts, aura envie d'en apprendre un peu plus sur le contexte historique. Aujourd'hui, je ne souhaite nullement entrer dans une polémique avec l'accusation, mais permettez-moi de me fonder tout simplement sur ce qui figure dans les actes d'accusation. On verra face
facilement à quel point ces formulations sont contradictoires lorsque il s'agit de l'intention de la création d'une grande Serbie, l'argument fêtier, l'argument suprême de l'accusation et qui regroupe tous les éléments qui sont portés à la charge de l'accusé. Il suffit, par exemple, de revenir à ce que nous avons déjà entendu aujourd'hui. On a cité le point 6 de l'acte d'accusation pour la Croatie. Mais ici, de quoi est-il question ici? Que des portions du territoire de la Croatie deviennent partie intégrante d'un nouvel État sous la domination serbe. Attention, la Croatie du temps de l'ex-Yougoslavie était une république au sein de cet État. Ce n'est que plus tard qu'elle est devenue un État. Et le même vaut pour la Bosnie. Cependant, si vous penchez à présent sur l'acte d'accusation pour le Kosovo, ici, vous verrez que l'objectif des agissements est d'assurer le contrôle des autorités serbes sur ce territoire. Eh bien, je pense que cela est tout à fait logique, hein, qu'au sein d'un État, l'on cherche à établir un contrôle sur son propre territoire. Mais attention, ce matin, l'accusation ne nous a pas cité ce qui figure au paragraphe 93 de l'accusation pour le Kosovo, où il est dit que ce contrôle renforcé s'effectue en présence d'une campagne de soulèvement armé et de résistance armée aux autorités serbes. Autrement dit, c'est quelque chose que l'on ne retrouve nulle part, ni en Croatie, ni dans l'acte d'accusation pour la Bosnie, et qui figure dans l'acte d'accusation pour le Kosovo, ce qui est à l'opposé. C'est une grande différence. Et il me semble que cela doit être, dans tous les cas, rejeté, à savoir cette thèse que tous ces événements se situent possèdent un dénominateur commun, à savoir la création de la Grande Serbie. Permettez-moi d'ajouter 2 points. Le laps de temps qui apparaît déjà dans vos questions, et en particulier un autre élément. Au moment des événements au kosovar, Milosevic avait des pouvoirs de droit sur les événements qui se produisaient là-bas, et dans ces circonstances, dans les circonstances d'un soulèvement armé, en fin de compte, ce qu'on a entendu aujourd'hui aussi, à savoir de la campagne aérienne et des bombardements de l'OTAN, tandis que par rapport à la Bosnie, et en particulier à la Croatie, il n'avait pas de pouvoir de droit, il n'avait que qu'un pouvoir de fait. Donc ces 2 éléments, en plus de celui que j'ai cité précédemment, nous mettent dans une position où vous serez réellement appelé à vous demander sérieusement si il y a possibilité de faire jonction. Bien entendu, la meilleure solution dans ce genre de situation qui est sans précédent serait de trouver une manière de résoudre le problème. Mais comment? C'est ça la question qui se pose. L'accusation dit que pour le moment, elle est prête uniquement pour juger pour le Kosovo. Donc, vous devriez commencer à vous poser la question de l'intention de la création de la Grande Serbie depuis le Kosovo, donc à l'envers, et il me semble que ce ne serait absolument pas le chemin à emprunter. Permettez-moi de citer le paragraphe 20 où l'accusation parle de conflits qui se succèdent. Or, les conflits qui se succèdent, ils ne se succèdent jamais en partant de l'arrière vers l'avant, mais c'est uniquement dans le sens inverse que cela peut se passer. Je ne sais pas quelle sera votre décision, mais j'étais tenue de vous présenter tous ces éléments, et je pense qu'il s'agit d'une situation très délicate. Une situation très délicate, comme je disais, et si
nous envisageons les choses uniquement sous l'angle de l'économie judiciaire, si nous cherchons uniquement à chercher à protéger les intérêts des victimes, bien entendu, nous devons tous respecter les intérêts des victimes, c'est tout à fait logique, cela s'impose. Mais nous avons ici un procès où nous devons débattre un certain nombre de choses qui sont d'une importance vitale. Il s'agit de savoir si la responsabilité pénale existe ou non, comme cela est allégué dans ces actes d'accusation. Ce n'est que par la suite que nous pouvons nous poser la question de la décision que vous prendrez. En tant que conseil de la défense, je saurais quelle décision il faudrait prendre, mais je ne suis pas conseil de la défense. Je ne doute pas une seconde que vous demanderez de manière tout à fait approfondie de la décision la meilleure à prendre en l'espèce. Le président, je vous remercie. Monsieur Milošević, vous savez quel est le contenu de la requête. On demande une jonction de ces 3 actes d'accusation. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre la parole à ce sujet. L'accusé, tout ce que nous avons entendu dire aujourd'hui de la part de la soi-disant accusation ne fait que confirmer que l'ensemble de l'idée est totalement erroné. Mais pour que vous ne me priviez pas de la parole, je m'en tiendrai aux éléments qui répondent à votre question. Il me semble tout à fait clair pour quelle raison cet acte d'accusation faux insiste sur la jonction. Cette accusation fausse cherche la jonction. Il cherche à placer au second rang les accusations au sujet du Kosovo, puisque ces accusations posent absolument la question de la responsabilité de Clinton et la question de Ben Laden. Et c'est la conséquence du 11 septembre. Nous sommes conscients du fait que dans ce cas, indépendamment de l'illégalité de ce tribunal, il ne peut pas éviter le fait que des principaux acteurs du crime commis à l'encontre de mon pays et de mon peuple ne comparaissent ici, à commencer par Clinton, Albright et les autres, mais aussi bien d'autres médiateurs de paix dans l'activité et la coopération pour trouver une solution de paix apporte un démenti total aux accusations monstrueuses que nous avons entendues ici. Autrement dit, leurs raisons sont tout à fait pragmatiques, liées à la protection de ceux qui ont commis un crime à l'encontre de mon pays. Et cela n'a rien à voir avec l'envie de gagner du temps, parce que peu leur importe ma fatigue ou non. Et je me suis déjà prononcée à ce sujet. Pour ce qui est de l'argument clé, à savoir l'idée de la création de la grande CAB. Il s'agit d'un argument que nous pouvons rejeter très facilement. Aucune personne de bon sens ne pourrait prendre au sérieux ce genre d'argument qui est ici utilisé comme dénominateur commun des crimes et qu'on cherche à m'imputer ou à détourner de toutes les manières, puisque nous avons des faits qui sont incontestables. Le 28 avril 1992, la République fédérale de Yougoslavie a été constituée. Le 28 avril 1992, donc avant le début des conflits, avant la guerre civile, avant le début de la guerre civile, cette assemblée constitutive, par son document officiel, a déclaré quelle était notre position commune officielle, à savoir que la République fédérale yougoslave n'avait pas de prétention territoriale à l'égard de qui que ce soit, autrement dit à l'égard d'aucune des républiques ex-yougoslaves. Et cela est en soi une preuve suffisante qui nous permet de rejeter totalement
totalement ces éléments absurdes qui sont ici allégués. Et permettez-moi d'ajouter qu'au début du mois de mai 1993, grâce aux efforts que nous avons déployés, le plan Varsovien a été adopté à Athènes, signé à l'époque par des représentants serbes également. Et cette acceptation montre que la paix est la plus grande valeur pour tous les peuples yougoslaves. Et cela a été un démenti flagrant de toute allégation de ce genre. Finalement, le meilleur démenti de ces idées alléguant la discrimination religieuse ou nationale montre que la Yougoslavie est le seul État qui a préservé son caractère multinational. C'est le seul État où il n'y a eu aucune discrimination sur des bases ethniques ou religieuses. Cela se confirme depuis 10 ans. Le même vaut pour le Kosovo. Vous ne le savez pas peut-être, mais le gouvernement de la province autonome de Kosovo, Metortia, en 98, en 99, durant la guerre également, jusqu'à ce que ceux qui ont installé leurs représentants à Belgrade ne commettent l'agression. Ce gouvernement a été constitué de Serbes, d'Albanais, de musulmans, de Turcs, de Roms et d'Égyptiens. Les Serbes, au sein de ce gouvernement, ne constituaient qu'une minorité. Alors, cette idée d'une discrimination nationale ou selon l'appartenance ethnique, comment pouvez-vous faire correspondre cela à ce fait? Notre délégation présente aux négociations de Rambouillet était également une délégation composée de représentants issus de diverses ethnies. Comment pouvez-vous donc accorder cela avec cette idée de la discrimination? En 10 ans, en 10 années où personne n'a perdu sa vie au Kosovo, en 10 années, personne n'a été arrêté. Plusieurs dizaines de journaux étaient imprimés et vendus à tous les coins de rue en albanais. L'éducation était assurée au niveau du primaire et du secondaire en albanais. Et après 10 ans, lorsque le terrorisme a commencé, le terrorisme organisé par des services étrangers en se servant des membres de la mafia disséminés de par l'Europe, c'est là que nous avons constitué une police locale dans des villages albanais et les citoyens eux-mêmes ont élu leurs policiers armés. Ils étaient tous des Albanais et ces mêmes policiers locaux, tout comme les Albanais facteurs, agents des entreprises forestières, ils ont tous fait l'objet de massacres, d'assassinats, de menaces de la part des terroristes albanais. En 1998, il y a eu plus de victimes du côté albanais, victimes donc de crimes albanais, qu'il n'y a eu de Serbes tués par des terroristes albanais. Et en particulier, un exemple qui illustre bien la situation, dans l'ensemble de nos structures, y compris au sein de notre parti socialiste, la répartition des membres correspondait à la répartition au sein de la population. Il y avait des Serbes, des Bulgares, des Ruthènes, des Turcs qui chercheraient à appliquer un programme de discrimination sur les bases raciales, nationales ou religieuses qu'on allègue ici. Les deux actes d'accusation pour la Croatie et pour la Bosnie ont été lancés de manière explicite afin de noyer l'acte d'accusation pour le Kosovo qui montre l'existence du terrorisme. Même s'il est clair qu'en Croatie et en Bosnie, c'est la paix qui nous intéressait et non pas la guerre. Nous avons cherché à aider notre peuple pour qu'il subsiste, pour qu'il ne devienne pas, comme du temps de la Deuxième Guerre mondiale, victime d'un génocide. Mais à nombreuses reprises, nous l'avons dit publiquement et moi-même je l'ai dit, nous souhaitons que ce peuple soit libre et sur un pied
pied d'égalité sur les territoires où ils vivent depuis des siècles. Nous ne voulons pas que cela se fasse au détriment d'un autre peuple, quel qu'il soit. L'exemple de la République fédérale de Yougoslavie et d'excellentes relations interethniques pendant toute la durée des conflits le prouve. Du temps de la guerre en Bosnie, pas un seul musulman n'a été chassé de Serbie. Pendant le conflit en Croatie, pas un seul Croate n'a été chassé, expulsé de Serbie. Même pendant les conflits en Bosnie, il suffit de se pencher sur les chiffres du HCR. Plusieurs dizaines de milliers de musulmans ont trouvé un abri en Serbie. Plus de 70 000 musulmans. Mais quel peuple chercherait à faire ça? Quelles dizaines de milliers de gens chercheraient à se mettre à l'abri chez ceux qui se sont rendus coupables d'une agression à leur encontre? Mais savez-vous qu'en Serbie, on compte plus de musulmans qu'en Bosnie-Herzégovine? Les musulmans de Bosnie-Herzégovine ont été plongés, précipités dans cette tragédie, dans cette guerre, pour qu'on puisse leur fournir un appui par la suite et pour que cela serve d'alibi afin de tuer bien plus de musulmans de par le monde, des millions de musulmans de par le monde. Il s'agit pour certains d'établir un nouvel ordre esclavagiste dans le monde. Je ne comprends pas que l'on puisse ici parler du Kosovo d'une manière implicite, comme de quelque chose qui ne fait pas partie de la Serbie, mais le Kosovo est en Serbie et restera partie intégrante de la Serbie. Et cette situation durera exactement autant qu'a duré cette occupation illégale du Kosovo-Metohija. Illégale parce qu'elle a été mise en place par un abus de l'ONU, des Nations Unies et de la résolution 1244 du Conseil de sécurité prévoyant le déploiement des forces de paix des Nations Unies. Cependant, ces forces ont usurpé les pouvoirs des Nations Unies. Elles ont autorisé les terroristes albanais à continuer à sévir. Des Serbes et d'autres non-musulmans du Kosovo ont été kidnappés. Il y a des milliers de victimes de ce genre de terrorisme et il y a eu des dizaines de milliers de maisons serbes qui ont été incendiées, plus de 100 églises qui ont été détruites et incendiées. Et tout cela sous les auspices des forces internationales qui sont arrivées sur place pour garantir la paix. Et aujourd'hui, ces représentants se posent, ces députés serbes se posent en Kosovo sous escorte parce qu'ils ne sont pas en sécurité. Et cela prendra encore longtemps. Mais une fois que cela sera terminé, le Kosovo se retrouvera pleinement sous le contrôle serbe. Et là, il ne s'agit pas uniquement du Kosovo, il s'agit également de la Serbie, car de nouveau et bientôt, la Serbie se retrouvera entre les mains des patriotes, et ce sont des patriotes qui dirigeront d'autres pays. Ce ne seront pas ceux qui représentent le nouveau colonialisme et qui, en fait, ne sont que des représentants de pouvoirs croupions, fantoches. Non. Tout ce que nous avons entendu aujourd'hui qui contredit totalement la vérité a prouvé, je crois, à quel point le contenu de ces actes d'accusation rate la réalité, rate la description de la réalité. Je ne peux comprendre ceci que comme une expression de fureur et de vengeance eu égard au fiasco qu'a vécu l'OTAN dans sa tentative d'imposer une occupation militaire à la Yougoslavie. Et je dois dire que je suis fier d'avoir été au commandement des forces armées yougoslaves qui ont arrêté l'OTAN, car cela a montré qu'un petit pays qui a la volonté ferme de défendre sa liberté, de défendre les idées de liberté et d'égalité et de droit des peuples, est capable de se défendre. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce qui s'est dit ici aujourd'hui, c'est une punition qui nous est imposée parce que nous avons fait opposition, nous avons résisté à la plus grande tyrannie menaçant le monde. Et les différentes choses qui ont été décrites dans ces actes d'accusation sont les restes
d'une guerre médiatique destinée à me frapper, moi, ma famille, et à s'assassiner le peuple serbe et la direction du peuple serbe. Parce que les médias occidentaux sont arrivés avant la guerre pour persuader l'opinion publique que nous étions des satans, des malfaisants. Vous lisez aujourd'hui que le 6 avril 1992, l'Union européenne a reconnu la Bosnie-Herzégovine. Ceci a été fait sous l'influence de Dietrich Genscher, ministre des Affaires étrangères allemand. Pourquoi? Parce que le 6 avril, c'est l'anniversaire du jour où Hitler a envahi la ville de Belgrade en 1941. C'était simplement l'expression d'un désir de renouveler l'expérience vécue pendant la Deuxième Guerre mondiale. Certains responsables politiques sont restés aussi malfaisants et ont continué à exprimer le mal contre lequel nous nous sommes battus à l'époque. Je n'attribuerai pas ceci à l'ensemble du peuple allemand, mais certains responsables politiques l'ont fait et ont réussi à se venger parce qu'ils ont réussi à contrer l'action de nos alliés américains, britanniques, français avec lesquels nous nous sommes battus pendant la Deuxième Guerre mondiale pour lutter contre ce mal, précisément. Mr. Milosevic, you've had some time. Président M. Milosevic, vous avez eu un certain temps de parole. Et en ce moment, vous êtes en train de vous écarter un peu de la question sur laquelle nous sommes appelés à nous prononcer aujourd'hui, à savoir si oui ou non les trois instances doivent être jointes. Avez-vous encore quelque chose à ajouter? Monsieur Milosevic, je vous ai déjà donné ma position par rapport à ce tribunal, même si monsieur le juge Robinson déclare que mon opinion sur ce sujet n'a aucune conséquence dans l'esprit des juges. Donc ce que vous ferez, c'est à vous d'en décider, mais je vous dirai simplement qu'aucun des arguments qui ont été avancés ici pour justifier, pour inciter à une quelconque jonction d'instances, aucun de ces arguments n'est défendable et ne peut être accepté. Les arguments qui ont été avancés ici sont tout aussi faux que les actes d'accusation. Quant à vous, vous ferez ce que vous le souhaitez. C'est à vous qu'appartient la décision. Je pense que des arguments, en fait, existent pour contredire les idées défendues par le procureur, parce que tout ce que le procureur déclare et tout ce qu'il a des chances de continuer à déclarer par la suite ne servira qu'à démontrer à quel point ce château de cartes est un château construit sur des pieds en verre et ne correspond pas à la réalité des faits et surtout pas à la réalité de faits susceptibles d'avoir un poids quelconque. Quant au fait que le vocabulaire utilisé par le procureur et la structure des documents du procureur correspond tout à fait à ce qui a été dit pendant à peu près 10 ans dans divers pamphlets en diverses langues, ceci ne prouve qu'une chose, c'est que ces documents émanent de la même cuisine. Donc, personnellement et indépendamment du statut du tribunal que je conteste, comme vous le savez, je suis favorable au rejet de toutes ces idées. Le procureur souhaite placer Kosovo sur un plan différent simplement parce que Kosovo pose la question de la coopération avec les terroristes, ce qui ne va pas à l'avantage du procureur. Le procureur falsifie des réalités historiques pour défendre l'intérêt de la politique actuelle, et ceci ne devrait pas être l'action dans laquelle un tribunal comme celui-ci accepte de s'engager. Le président, M. Nice, très brièvement, je vous prie. M. Nice, oui, Monsieur le Président, mais il y a tout de même quelques points importants auxquels je souhaiterais répondre. Les arguments de M. Kay au sujet de la structuration correspondant au règlement vont dans un certain sens à l'appui d'une jonction d'instances. Mais je dirais que lors de la confirmation de chacun des actes d'accusation, le juge de confirmation a très certainement pris en compte les éléments constitutifs de cette opération commune. Lorsqu'on est en présence de très nombreux crimes qui sont distingués en 3 paquets différents, bien entendu, le nombre est important, mais cela n'empêche pas que ces crimes relèvent bien d'une seule et même opération.
Je suis d'accord avec l'intervention du juge Robinson qui a parlé de l'importance de la pratique, et sur ce point, je me contenterai de vous rappeler ce que l'on peut lire dans notre requête écrite s'agissant de la pratique de ce tribunal lorsque des responsables politiques sont jugés. Les documents sont effectivement ce qu'il convient de prendre en compte. Les éléments matériels viennent à l'appui de l'argumentation orale, et c'est la raison pour laquelle j'aimerais appeler votre attention sur 3 passages de des actes d'accusation qui sont mentionnés dans notre requête. Je ne sais pas si vous avez le texte sous les yeux. Je pense que c'est important. J'aimerais donc en donner lecture. Page 9. D'abord, paragraphe 23, où il est question des problèmes qui sont survenus au Kosovo dans les années 90. Voilà le passage en question. Je cite, au début des années 90, la possibilité que la situation dégénère en conflit armé est devenue très réelle. L'accusé avait déjà démontré en Croatie et en Bosnie-Herzégovine jusqu'où il était prêt à aller pour réaliser son objectif de la Grande Serbie. La situation très grave au Kosovo a amené les Nations Unies, etc. Fin de citation. Ensuite, nous disons que l'accusé a simplement été amené à retarder le crime commis en 1999. Dans ce même document, Mémoire préalable au procès, page 48, paragraphe 113, il est question des événements de 98 et 99. Et là encore, nous faisons remarquer que les activités en question correspondaient à l'action criminelle de l'accusé en Croatie et en Bosnie au début des années 90. Donc cette question, nous l'avons bien eu à l'esprit et nous en avons tenu compte dans l'ensemble de nos écritures. Mon collègue, M. Reinveld, me dit, contrairement à ce que l'accusé vient de dire, qu'il a annoncé son intention de demander une jonction d'instance au mois d'août de ce mois, donc avant le 11 septembre. Et puis, à l'écoute des amici, il y a un point que j'aimerais reprendre. Les amici ont parlé de 3 ans et demi de procès. J'ai parlé pour ma part de la nécessité de tenir compte de l'économie judiciaire indispensable. 3 ans et demi pour des procès séparés. Pour les raisons que nous avons déjà avancées, nous vous invitons à considérer que l'économie judiciaire et l'économie d'échelle judiciaire, due au fait qu'une seule chambre entendrait ce procès, donnerait une plus grande facilité de prise de décision et serait beaucoup plus efficace, entraînerait des économies très considérables par rapport à l'existence de 3 procès. Maître Tapušković, à présent, j'aimerais revenir sur un certain nombre de points qu'il a évoqués. Il a contesté l'idée de la Grande Serbie. Et je reviendrai sur ce que j'ai déjà dit, à savoir que ces termes sont utilisés de façon générale dans le grand public, mais nous les utilisons avec la plus grande précaution. Dans la nouvelle Yougoslavie, c'est une expression qui est utilisée pour rendre compte d'un État dominé par les Serbes. Et il est intéressant de constater que l'accusé, dans ce qu'il vient de dire, a montré très clairement que, s'agissant de lui, Kosovo reviendra sous contrôle serbe. C'est une idée constante et on y retrouve le même principe que celui que j'évoquais tout à l'heure. Vous avez un certain nombre de documents sous les yeux. Vous pouvez voir ce qui est écrit au sujet de la réduction de l'autonomie d'un État, puisque le droit à l'autonomie et à l'existence en tant que tel a été nié à cette région. Donc les choses sont claires. Il y a d'autres éléments sur lesquels j'aimerais revenir en quelques mots. La Grande Serbie ne consiste pas à élargir un territoire existant, mais à incorporer, à englober certaines parties d'autres territoires. Et puis, s'agissant de l'accusé, je ne reviendrai pas sur les éléments politiques évoqués par lui, parce que je ne pense pas que vous souhaiteriez me voir agir de la sorte. Les prétentions territoriales, cet élément est couvert dans le document écrit. Il appartiendra au juge de la Chambre de rendre une décision sur ce point en temps utile. Quant à la proposition selon laquelle ce qui s'est passé ici, s'agissant des actes d'accusation relatifs à la Croatie et à la Bosnie, tout ceci n'a été fait qu'en raison de ce qui est survenu en Croatie. Bien entendu, tout cela est contraire à la vérité. Ces affaires font l'objet d'enquêtes qui ont commencé bien avant. Mais les juges de la Chambre remarqueront peut-être un point sur lequel je me suis déjà concentré ce matin. Quel que soit le procès dont il est question, l'accusé va
défendre un thème unique, l'existence d'un thème unique, ce qui bien sûr n'est pas suffisant pour prouver l'existence d'une opération unique. Mais bien entendu, si nous devions procéder au procès Kosovo d'abord et que l'accusé conserve son attitude, il faudrait passer en revue l'ensemble des événements concernés, comme je l'ai déjà dit. Et avant de remonter aux événements les plus anciens, les juges devront se pencher sur des événements ultérieurs, ce qui créerait une très grande confusion. Je pense que c'est un argument important. Bien sûr, le désir existe de traiter de l'ensemble des événements dans un seul procès, c'est compréhensible, mais l'argument que je viens d'évoquer ne fait que renforcer le caractère souhaitable de ce procès unique. Et nous avons dit du côté du procureur que l'un des avantages qui en découlerait serait que l'accusé qui cherche à démontrer que tout ce que nous faisons est en rapport avec Kosovo aurait peut-être un peu plus de mal à défendre cette position, et ce en raison des éléments de preuve qui seraient présentés dans le cadre d'un procès unique. Donc, avec tout respect que nous devons au tribunal, nous disons que les juges de cette Chambre pourront être amenés à penser qu'un procès unique sera beaucoup plus, je le répète, pratique sur le plan concret. Quant à ce que l'accusé a dit, je pense que cela ne correspond pas à la réalité. Par contre, ce qui correspond à la réalité, c'est ce que nous disons. Et la façon dont nous présentons les choses est tout à fait différente de la façon dont l'accusé les a présentées aujourd'hui, mais nous disons qu'il existe bel et bien une opération unique relevant d'un plan, un plan personnel destiné à maintenir le pouvoir sur une Yougoslavie correspondant à un format particulier également. Le président, merci. Nous suspendons pendant une demi-heure pour délibération des juges. Asseyez-vous le fait. C'est rapide, hein, de considérer.